Voici l'histoire d'une des missions les plus controversées de la Seconde Guerre mondiale. En octobre 1942, Monty Woodhouse, érudit, diplomate et soldat, est parachuté en Grèce pour y semer le chaos. Avec un groupe disparate de résistants, il lance une des opérations les plus spectaculaires de toute la guerre. Mais Woodhouse va aussi déclencher une calamité. Ses partisans vont se quereller et faire sombrer le pays dans une guerre civile. Les forces de la résistance qu'il a aidé à armer vont déstabiliser la Grèce durant des décennies et provoquer des milliers de morts. Cela valait-il la peine de monter une telle opération pour battre les nazis quand on sait le prix que les Grecs ont payé? Ou bien était-ce la mission de trop? En avril 1941, les Allemands envahissent la Grèce. Les troupes britanniques stationnées dans le pays réalisent qu'elles n'ont aucune chance de les repousser. Elles détruisent leur propre matériel et prennent la fuite. Parmi ceux qui montent à bord d'un navire évacuant les troupes, il y a un soldat hors du commun, Monty Woodhouse. Monty Woodhouse deviendra un des héros du SOE, la direction des opérations spéciales, durant la Seconde Guerre mondiale. Mais rien ne fait deviner un tel destin durant son adolescence. Woodhouse est né dans un milieu aisé. Son père est un aristocrate britannique. Il fait ses études au Winchester College, le plus vieil internat de Grande-Bretagne. La qualité de l'enseignement est brillantissime. Après d'excellentes études, Woodhouse entre au New College à Oxford. Il fait des études de lettres classiques. Michael Foot est un historien militaire spécialiste des forces spéciales britanniques. À l'époque, il est un ami personnel de la famille Woodhouse. Monty Woodhouse, je l'ai rencontré en 1933 et je l'ai toujours admiré. On était à Oxford ensemble, où il collectionnait les succès. Premier à l'examen du cursus, premier en lettres classiques et une flopée de prix divers. L'univers de Monty est très fermé. C'est là qu'il prévoit de rester. Il se destine à une carrière dans le monde académique. Selon sa biographie, il envisage une vie agréable faite de cours sur Platon et Aristote. Mais le début de la guerre bouleverse ses plans. Monty Woodhouse s'engage dans l'armée. En 1941, le jeune érudit fait partie des soldats évacués de Grèce et transportés en Égypte. Au cours de l'été 1941, Le Caire est une ville des plus plaisantes. 500 000 soldats du Commonwealth s'y stationnent.
La ville héberge aussi des milliers d'administrateurs ainsi qu'une armée de secrétaires travaillant au quartier général britannique. La vie dans la capitale égyptienne fait oublier la guerre. Aucun raid aérien, ni coupure d'électricité. Les officiers sont logés dans des hôtels de luxe. Ils passent leur temps à faire du tourisme et à se divertir. Pour Monty Woodhouse, la vie insouciante au Caire ne dure guère longtemps. Il se fait remarquer par le consul britannique d'Athènes. Il est sélectionné pour une mission spéciale. Le consul général britannique à Athènes, qui s'appelait Sébastien, était une des premières recrues du SOE. Il s'est dit que Woodhouse était le genre d'homme dont le SOE avait besoin et il l'a recruté. Le SOE, la Direction spéciale des opérations, est créé durant l'été 1940, alors que les troupes hitlériennes envahissent inexorablement le reste de l'Europe. Le SOE est chargé de mener une guerre secrète. Il doit monter et organiser un réseau de résistance derrière les lignes ennemies. La création du SOE est une idée de Winston Churchill. Ayant vu l'utilité de la guérilla dans la guerre des bourgs, il est convaincu qu'elle est indispensable contre les nazis. Il crée le SOE pour mettre l'Europe en feu. Au début, le SOE obtient peu de résultats par rapport aux efforts consentis. Le SOE est remis en cause par le MI6, les services secrets militaires, qui lui reprochent d'être dirigé par des amateurs incompétents. Le SOE doit rapidement obtenir des résultats positifs. Woodhouse semble avoir le profil pour réussir sa mission. Il possède en tout cas toutes les qualités recherchées par le SOE. C'était un cerveau avant tout. Il avait l'esprit vif et il était adroit de ses mains. Il était d'origine noble, ce qui comptait beaucoup à l'époque. Ceux qui disent que ça ne compte plus aujourd'hui pensent qu'il faut juste être noble pour élever des chevaux. Woodhouse a beau être d'excellente extraction, le SOE veut savoir ce qu'il a dans le ventre. Il est envoyé en Crète. L'île est occupée par les Allemands depuis 1941. Woodhouse doit se rendre derrière les lignes ennemies. Sa mission consiste à évacuer des soldats britanniques s'étant évadés des camps allemands, mais qui sont bloqués sur l'île. Il doit aussi recueillir des informations et évaluer la possibilité de créer une résistance active. Pour Woodhouse, c'est un baptême du feu très risqué. La communication avec son QG au Caire est très compliquée. Et l'hiver dans les montagnes crétoises est très ardu. Modeste de nature, Woodhouse dira que cette expérience lui a appris à manger des escargots, des végétaux et des glands de montagne. Mais il a surtout appris l'essentiel, vivre en territoire ennemi sans se faire repérer. Woodhouse passe haut la main le premier test. Il est prêt pour une mission plus ambitieuse. Or, le SOE est justement en train de planifier une de ses opérations les plus téméraires. Nom de code, Harling.
Au cours de l'été 1942, les forces britanniques sont concentrées dans le Sahara. La 8e armée britannique est pilonnée par la brillante armée du feldmaréchal Erwin Rommel. La clé du succès de Rommel réside dans l'approvisionnement permanent qui suit un itinéraire qui part d'Allemagne, traverse les Balkans et la Grèce et arrive dans un port nord-africain. L'opération Harling doit mettre fin à ces approvisionnements. Pour y parvenir, les agents du SOE doivent saboter la principale ligne de chemin de fer en Grèce. Cette opération est confiée à Monty Woodhouse. Woodhouse doit d'abord apprendre à sauter en parachute. Il suit une formation accélérée de 2 jours dans le désert, non loin du Caire. Il fait la connaissance d'Eddie Myers, le commandant de la mission. Woodhouse est un novice dans l'armée, alors que Myers est un militaire chevronné. Myers était un général de brigade qui supervisait des ingénieurs du génie au Caire. Les 2 hommes partagent toutefois des origines semblables. Lui et Woodhouse faisaient pour ainsi dire partie de l'ancienne classe des officiers. Ils s'entendaient très bien. Ils savaient ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et en plus, ils s'appréciaient énormément. L'amitié qui lie les 2 hommes leur sera très utile durant les années qui vont suivre. Et elle durera toute leur vie. Le 30 septembre 1942, Woodhouse monte à bord d'un Liberator de la RAF. Ce vol le marquera toute sa vie. On a décollé du désert dans les environs du Caire. Et une coccinelle s'est posée sur ma main et je l'ai cajolée durant tout le vol. Woodhouse et son équipe se rendent dans l'inconnu. Je me disais en moi-même que si la coccinelle ne s'en allait pas, j'arriverais sain et sauf en Grèce. Thémistocle Marinos, surnommé Thémis, un officier grec originaire de l'île de Zakynthos, fait partie du groupe. Comme pour Woodhouse, c'est sa première grande mission. Il faisait froid, extrêmement froid. On portait notre uniforme normal, mais on était aussi couvert d'une couverture. L'humeur est toutefois à l'optimisme. C'était la pleine lune. Je voyais quasiment toute la Grèce, et même la mer Ionienne, et mon île. C'était une vue fantastique. On voyait aussi la Turquie de l'autre côté. On aurait dit une carte. Woodhouse et ses hommes sautent dans la nuit sombre. Ils se posent dans un terrain rocheux et boisé du mont Giona, dans le centre de la Grèce. Le talisman de Woodhouse est toujours en vie. En ouvrant le harnais, j'ai découvert ma coccinelle et je l'ai gardée le plus longtemps possible. Les hommes montent rapidement un camp de base. Woodhouse et son équipe dorment dans des grottes et reçoivent à manger de la population locale. En l'espace de quelques semaines, ils sélectionnent un premier objectif à saboter.
le viaduc de Gorgopotamos. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie grecque construit au XXe siècle. Les 7 tabliers en acier sont portés par des piliers en pierre et en acier. Le viaduc fait 200 mètres de longueur. Il culmine à 32 mètres au-dessus de la rivière. Le viaduc est imposant et il est très bien protégé. 40 soldats italiens sont postés à chaque extrémité. Mais ce n'est pas tout. Dans une garnison proche, les Italiens disposent d'un train blindé qui peut acheminer une centaine de soldats en quelques minutes. Ça fait beaucoup pour les 12 agents du SOE. Pour réussir, ils doivent obtenir l'aide des résistants locaux. Seul problème, ils ignorent qui ils sont et où les trouver. Woodhouse et ses hommes ont été parachutés en Grèce sans la moindre information sur les groupes de résistance grecs. Woodhouse ne voit qu'une seule solution, partir à leur recherche. L'aristocrate britannique entreprend de sillonner les montagnes grecques. Il est accompagné d'une mule et de Barbanico, un berger grec qui passe son temps à chanter. Aucun des deux ne sait où aller, ni qui chercher. Eddie Myers a sous-estimé leur mission. Il donne 24 jours à Woodhouse pour trouver des renforts. Il n'a pas tenu compte du fait qu'en Grèce, on ne se déplaçait pas sur des routes, mais à travers la montagne, comme je l'ai fait. Mais Monty Woodhouse, qui porte alors une longue barbe, se promet de relever ce défi. Woodhouse était un excellent randonneur de montagne. Il n'avait jamais été en montagne, mais il était le plus vigoureux et le plus rapide. Il était le numéro 1 de tous les résistants. Personne ne réussissait à le rattraper. Après une marche de plusieurs jours, Woodhouse finit par trouver une piste. Il rencontre Napoléon Zervas dans un village isolé de la montagne. Zervas est un général grec à la retraite. Il dirige le groupe de résistance EDES, la Ligue nationale républicaine grecque. Son air débonnaire cache un esprit militaire rigoureux. C'était quelqu'un d'agréable. Il était ouvert et extraverti. Il avait beaucoup d'humour, mais c'était un très bon soldat et un grand patriote. Zervas accueille Woodhouse avec beaucoup d'enthousiasme. Quand je l'ai rencontré, ses premiers mots ont été en grec. « Bienvenue à toi, ange des bonnes nouvelles ». Je savais que j'avais un ami sur place. Napoléon Zervas accepte tout de suite d'offrir son soutien pour l'attaque du viaduc de Gorgopotamos. Mais il n'a que 50 hommes de disponibles. Woodhouse en a besoin de plus. Continuant dans la montagne, Woodhouse parvient à rencontrer Haris Veloukiotis. Haris est alors le chef de l'Hélas, l'armée populaire de libération nationale. C'est un redoutable résistant, mais il a une réputation terrifiante.
Il n'avait pas un atome d'humour. C'était quelqu'un de très dur. C'était quelqu'un de cruel. Je dirais même qu'il était sadique. Ça ne lui faisait absolument rien de tuer des gens. Les résistants de l'Hélas sont de toute sensibilité politique, mais les chefs sont principalement communistes. Et Harris est l'un d'eux. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un groupe très dur. Mais on avait besoin d'Harris pour l'opération. L'équipe de Zervas ne suffisait pas pour une telle attaque. Woodhouse fait face à un autre problème. Harris et Zervas sont des ennemis jurés, avec des idées politiques opposées. Ils se détestent autant qu'ils détestent les Allemands. Mais leur rivalité va profiter à Woodhouse. Quand Harris apprend le projet de faire sauter le viaduc, il ne veut pas que Zervas recueille seul les honneurs. En participant à une opération aussi prestigieuse, son groupe profitera d'une excellente publicité. Il met une centaine d'hommes de l'Hélas à la disposition de Woodhouse. Woodhouse rejoint Eddie Myers, le sourire aux lèvres. Je suis arrivé au camp un peu après minuit. Eddie a regardé sa montre et m'a dit en plaisantant « Tu es un quart d'heure en retard ». Après avoir passé 24 jours à sillonner les montagnes, j'ai trouvé ça assez drôle. Avec 150 résistants grecs comme renfort, l'opération peut commencer. Le 25 novembre 1942, à 23 h, Woodhouse, Myers et les résistants grecs arrivent en vue du viaduc. Les hommes doivent d'abord mettre hors combat les deux groupes de gardes italiens pour répartir les explosifs sous le viaduc. Mais les soldats italiens opposent une vive résistance. Le bruit des combats féroces parvient jusqu'à la garnison. Le train blindé arrive aussitôt avec les renforts. Themis Marinos entre alors en action. Ma mission était d'arrêter le train des renforts. Themis doit saboter la voie ferrée avec 2 charges explosives. Bien qu'il réussisse sa mission, il n'est pas au bout de ses peines. Le train s'est arrêté. Il était bourré de soldats italiens. J'étais accompagné de 15 résistants de l'Hélas. Dès que le train s'est arrêté, ils ont ouvert le feu. Pendant que Themis et les résistants de l'Hélas tentent de contenir les soldats italiens, les spécialistes du sabotage entrent en action. Ils descendent dans le ravin jusqu'au pied du viaduc. Selon le plan, il fallait neutraliser les soldats italiens avant de poser les explosifs. Mais c'est désormais impossible. Alors que les combats font rage au niveau du viaduc, les spécialistes se mettent au travail. Ils répartissent méticuleusement 250 kg de plastique hautement explosif. Les agents du SOE sont les premiers à utiliser ce nouvel explosif.
Les charges sont fixées sous le viaduc. Suffiront-elles à le détruire? Soudain, on a vu les structures en acier sauter en l'air et s'écraser au fond du ravin. Le viaduc de Gorgopotamos est détruit. Sa carcasse gît au fond du ravin. Aucun agent du SOE ni aucun partisan n'a été tué. Je me souviens, comme si c'était hier, qu'on se tenait par la main et qu'on dansait en cercle, en entonnant des chants grecs. On est rentré tout auréolé par cette victoire. L'opération est un immense succès pour Woodhouse et ses camarades. Mais comme ce sera souvent le cas durant la guerre, les représailles seront effroyables. Les Italiens ont choisi au hasard 15 ou 16 villageois totalement innocents. Ils les ont conduits jusqu'au pied du viaduc et ils les ont abattus froidement. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Au quartier général du SOE à Londres, les chefs ne s'opposent pas à ce genre de questions. Pour eux, la destruction du viaduc est un triomphe. Les Allemands mettent 6 semaines pour le réparer. Selon Michael Foot, la destruction du viaduc a eu un effet bénéfique sur le moral des Grecs. Cette opération a fait prendre conscience aux Grecs qu'ils pouvaient se défendre. C'est un des plus grands services que le SOE a rendu durant la guerre. Dans les pays qui avaient subi une terrible humiliation lors de l'invasion de l'armée allemande en 1939, 1940 et 1941, les actions du SOE ont fait prendre conscience aux habitants qu'ils pouvaient riposter. Ils avaient été battus, mais pas mis hors de combat. Les chefs du SOE veulent plus d'opérations de sabotage. Pour eux, Woodhouse et ses partisans sont parfaitement en mesure de mettre l'Europe en feu. Mais sur le terrain, la réalité est bien différente. Woodhouse et le SOE vont s'embourber dans une controverse qui résonne encore de nos jours. Le problème, Harris et les partisans de l'Hélas. En février 1943, Woodhouse se lance dans une mission à haut risque en se rendant à Athènes. Il veut savoir qui sont les vrais responsables de l'Hélas. La capitale grecque grouille de soldats de l'Axe. Woodhouse échappe 2 fois à une arrestation et réussit à établir le contact avec les responsables de l'Hélas. Ce qu'il découvre est très inquiétant. L'Hélas est le bras armé de l'EAM, le Front de Libération Nationale, fondé par le Parti communiste grec. Et l'EAM a arrêté un plan qui va bien au-delà de la défaite des Allemands. Les communistes se projettent déjà dans l'après-guerre. Premier objectif, réunir sous sa coupe toute la résistance grecque. Ils bâtissent une armée pour prendre le contrôle du pays à la fin de la guerre et installer un régime communiste.
Woodhouse est consterné. Le SOE doit-il continuer à s'allier avec des hommes comme Harris Veloukiotis et Lélas? Woodhouse révèle son inquiétude à Eddie Myers. Les deux hommes envoient un message au quartier général du SOE. Il est clair que quoi que nous fassions, nous ne pourrons pas empêcher Lélas de poursuivre son objectif qui est de prendre le contrôle de la Grèce. Personnellement, je crains un coup d'État de Lélas. Au quartier général du SOE à Londres, le message suscite les plus vives inquiétudes. Les responsables sont confrontés à un grave dilemme. Sur le plan politique, Lélas est très dangereux. Collaborer avec ce groupe est incompatible avec la politique étrangère de la Grande-Bretagne. Mais les partisans d'Harris constituent la plus grande force de résistance en Grèce. Le SOE a besoin d'eux pour avoir un impact dans le pays. Que faire d'autre? On ne pouvait pas laisser un pays aux mains des Allemands sans harceler ces derniers. Le SOE devait agir indépendamment des idéologies en présence dans ce pays et se focaliser uniquement sur l'affaiblissement des Allemands. Au printemps 1943, les responsables du SOE prennent une décision. Le haut commandement allié décide de confier aux partisans grecs un rôle déterminant dans la stratégie qu'il a mise au point. Woodhouse reçoit l'ordre de poursuivre sa collaboration avec Lélas. Les militaires britanniques commencent à stocker des marchandises pour la Grèce. Du matériel médical, des médicaments, de la nourriture et des armes. Ils vont armer les communistes. Au cours de l'été 1943, les hommes de Lélas brandissent fièrement leurs armes britanniques. Lélas constitue alors une formidable force armée. C'est ce que le SOE pense être le plus judicieux. À la même époque, dans le Sahara, les Britanniques prennent le dessus sur les Allemands. Après ces victoires du début, le feldmaréchal Rommel et ses troupes battent en retraite. Elles ont été prises dans un étau par les soldats du général britannique Montgomery et celui du général américain Eisenhower. Les Allemands sont boutés hors d'Afrique. Les Alliés se préparent désormais pour l'étape suivante de la guerre, et non des moindres. L'invasion de la Sicile. Sous le nom de code Husky, cette opération hautement périlleuse exige d'acheminer des milliers de soldats par bateau et de les faire débarquer en péniche sur des plages défendues farouchement par les soldats de l'Axe. La clé de la réussite est une opération de duperie. Les Alliés veulent affaiblir la présence allemande en Italie en faisant croire qu'ils vont débarquer en Sardaigne ou en Grèce. Le SOE ordonne une campagne de sabotage en Grèce pour donner l'impression d'un débarquement imminent. Les partisans grecs font désormais entièrement partie de la stratégie des troupes alliées. Woodhouse et Eddie Myers se mettent au travail.
Il monte l'opération Animals. La résistance grecque doit saboter les lignes de communication. Des routes, des lignes de téléphone et des lignes de chemin de fer sont détruites dans tout le pays. Un autre pont doit être anéanti. Le viaduc d'Azopos. L'Hélas doit participer à l'opération. Alors que le SOE prépare l'assaut dans ses moindres détails, l'Hélas refuse de s'y joindre. Ses responsables estiment que la mission est trop périlleuse. En conséquence, le viaduc d'Azopos sera saboté par 4 agents britanniques. Les membres de l'Hélas suscitent la méfiance. Woodhouse doit lutter ferme pour obtenir leur coopération. Il est obligé de composer avec eux pour atteindre les objectifs fixés par la SOE. Je n'étais pas très heureux. Je disais qu'il fallait faire pour le mieux, mais c'était bien plus difficile que je pensais. Pour garder l'appui de l'Hélas, les Britanniques sont obligés de leur fournir plus d'armes. C'est une stratégie dangereuse, mais elle marche. Deux des meilleures divisions d'Hitler sont bloquées en Grèce suite à une vague de sabotage. L'invasion de la Sicile peut être lancée. Les opérations de débarquement ont commencé sur les plages de la forteresse sicilienne de l'Axe. Elles se poursuivront jusqu'à ce que l'Italie et l'Allemagne déposent les armes sans condition. En août 1943, la Sicile tombe entre les mains alliées et le régime du dictateur italien Mussolini s'effondre. En Grèce, les problèmes de Woodhouse deviennent plus graves. Il obtient la reddition de toute une division italienne. Mais la suite est un désastre. Les Italiens acceptent de changer de camp. Le SOE veut les répartir à travers les différents groupes de résistants grecs pour combattre les Allemands. Mais l'Hélas a d'autres plans. Les choses ont mal tourné après qu'on ait réparti les Italiens dans différents villages. Ce que je craignais est arrivé. Les communistes les ont désarmés. L'afflux massif d'armes entre les mains des communistes bouleverse l'équilibre des forces en présence. Avec les armes fournies par les Britanniques, Harris a désormais le pouvoir de se retourner contre l'ami de Woodhouse, Napoléon Zervas. L'Hélas lance des attaques contre les hommes de Zervas disséminés dans le pays. Zervas n'est pas tué. Mais Woodhouse est confronté à une réalité horrible. Ses partisans ne combattent plus les Allemands, ils se battent entre eux. Woodhouse, qui connaît bien les partisans grecs, est profondément inquiet. Convaincu que les communistes préparent un coup d'État, il met plusieurs fois en garde ses supérieurs à Londres. Je conclus mon avis sur l'Hélas en répétant les remarques que je vous ai envoyées plusieurs fois en mars dernier.
Le premier objectif de l'Hellas est de contrôler le pays pendant et après la guerre. L'expulsion des Allemands n'est que son second objectif. Woodhouse craint qu'une fois que les Allemands auront quitté le pays, il y ait un vide de pouvoir dont profiteront les communistes. Son rapport à l'époque est un témoignage sinistre des erreurs politiques commises en Grèce. La position militaire est exactement le contraire de celle qui prévalait à notre arrivée en octobre 1942. À l'époque, une poignée de rebelles empêchait l'ennemi d'occuper entièrement la Grèce. Aujourd'hui, une poignée d'ennemis empêche les rebelles de s'emparer de toute la Grèce. Woodhouse demande l'envoi de renforts britanniques. Selon lui, c'est le seul moyen d'éviter le chaos. Mais les troupes britanniques se battent en Italie, où préparent le débarquement de Normandie. La requête de Woodhouse est rejetée. En septembre 1944, les Allemands commencent à se retirer de la Grèce. Ils ont pillé les ressources du pays et ont provoqué une famine qui durera 4 ans. Un demi-million de civils sont morts de faim. La plus grande partie des Juifs de Grèce ont été déportés dans des camps de la mort en Pologne. Les Grecs ont payé un lourd tribut. Mais ils semblent enfin libres. Sur ces images, on découvre les habitants d'Athènes qui accueillent chaleureusement les troupes britanniques. Les Grecs ont offert aux Alliés une des ovations les plus formidables de cette guerre. Une petite force britannique a été envoyée pour libérer le pays, et l'Hellas a profité de ce triomphe. Mais cette unité va bientôt voler en éclats. En l'espace de quelques semaines, les pires craintes de Woodhouse deviennent réalité. Il est témoin de la tentative de coup d'État lancée par l'Hellas pour mener les communistes au pouvoir. Les soldats britanniques, autrefois alliés aux Grecs qui combattaient les Allemands, sont aujourd'hui opposés à leurs anciens camarades. Des troupes aéroportées occupent une position sur un toit. Les soldats mitraillent les rues d'Athènes pour arrêter l'avancée des forces de l'Hellas. L'armée britannique est obligée de combattre ses anciens camarades, dont la plupart ont été armés par le SOE. Le coup d'État de l'Hellas échoue. Mais en 1946, une guerre civile éclate. Elle durera 3 ans. Cette guerre civile fera 50 000 morts. La situation politique en Grèce finira par se stabiliser sous un régime militaire. Le Parti communiste sera interdit. La politique grecque d'après-guerre ne sera pas un adage à la démocratie, tout le contraire. La mission du SOE en Grèce s'est achevée en janvier 1945. Une question demeure. Qu'est-ce que le SOE et Monty Woodhouse ont accompli en Grèce ?
Le sabotage du viaduc de Gorgopotamos a été spectaculaire et a regonflé le moral des Grecs. Mais sa destruction a eu lieu un mois trop tard pour avoir un impact sur la guerre qui faisait rage en Afrique du Nord. Selon les rapports officiels, les opérations en Grèce ont provoqué la mort de 25 000 soldats de l'Axe. 150 locomotives et 100 ponts ont été détruits. Mais nombre de spécialistes estiment que l'action du SOE a été néfaste. En fournissant trop d'armes à la résistance, le SOE a nourri la guerre civile. Le prix payé est plus élevé que les bénéfices récoltés. Woodhouse était le mieux placé pour savoir que le SOE faisait fausse route. Il dira plus tard: le principal handicap du SOE en Grèce, c'était une direction erronée et non une incompétence pragmatique. Après la guerre, Woodhouse retrouve sa vie d'aristocrate en Angleterre. Il devient diplomate, politicien et auteur. Il restera aussi toute sa vie attaché à la Grèce et à la mission qu'il a remplie sur place. À l'occasion du 10e anniversaire de l'opération Gorgopotamos, une grande cérémonie a été organisée en présence des ministres et des généraux. En reconsidérant les missions controversées qu'il a accomplies en Grèce, Monty Woodhouse s'est rendu à l'évidence que toute tentative de combattre les nazis valait la peine. Deux petits vieux, qu'Eddie et moi n'avions jamais vus, sont venus nous voir pour nous dire: nous voulons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'étaient deux juifs. Eddie leur a répondu d'un air penaud: je crains qu'on n'ait pas fait grand-chose pour vous. Et un des deux hommes a répondu: peu importe, vous étiez là. Vous étiez là. Ça l'a ému. Ça m'a ému aussi. Monty Woodhouse est mort en 2001. Ce soldat hors du commun a reçu la seconde décoration militaire la plus prestigieuse, l'ordre du service distingué, pour récompenser sa bravoure.